je me présente donc Generosa Gonçalves. Je suis chargée de développement pour Transition Pro Hauts-de-France et je suis basée sur le secteur de l'ex-Picardie. Donc, j'interviens sur les départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme. Peut-être quelques mots sur Transition Pro avant d'aller sur les dispositifs. Tout à fait. Donc, je voulais rappeler un petit peu que Transition Pro, c'est l'opérateur des reconversions professionnelles, qu'on existe déjà depuis très longtemps, puisqu'on a une expertise aujourd'hui de 40 ans dans le domaine de l'accompagnement des salariés qui souhaitent engager une reconversion professionnelle, puisque nous sommes l'ancien FONGECIF, avec un changement de nom qui s'est opéré suite à la réforme de la formation professionnelle en 2018. Et donc, le FONGECIF est devenu Transition Pro au 1er janvier 2020. En Hauts-de-France, nous avons 3 antennes régionales qui sont situées donc à Amiens, pour les départements donc de l'Aisne, l'Oise et la Somme, une antenne sur Arras, et notre siège est une antenne également sur Lille qui gère toute la métropole de Lille. Voilà. Pour rappel, Transition Pro, même si je ne vais pas vous présenter tous les dispositifs aujourd'hui, on a 5 dispositifs et la certification CLEA. Donc, le projet de transition professionnelle qui permet donc à tout salarié d'entreprise de pouvoir engager une reconversion. Les transitions collectives qui permettent aujourd'hui aux entreprises d'accompagner également leur transformation, que ce soit des transformations économiques, environnementales, numériques, écologiques, etc. Donc là, c'est un dispositif qui est à la main des entreprises. Nous avons le dispositif prévention usure reconversion dont on va parler aujourd'hui, pour accompagner donc justement l'usure professionnelle, le dispositif d'émission reconversion, la validation d'acquis d'expérience et la certification CLEA, puisque nous, on est en charge de pouvoir délivrer les certificats des personnes qui s'engagent dans une certification CLEA. Je vous propose tout de suite d'aller dans le vif du sujet et de faire un petit focus sur le projet de transition professionnelle. C'est vraiment la clé de voûte de l'ensemble du dispositif. Tout à fait. Donc, en fait, on va faire un petit focus sur le projet de transition professionnelle parce que les dispositifs qui concernent l'accompagnement des salariés exposés à des facteurs d'usure professionnelle vont s'adosser sur le projet de transition professionnelle, donc le PTP. Ce dispositif permet donc à tous les actifs, tous les salariés du secteur privé, qu'ils soient en CDI, en CDD, intérimaire ou intermittent du spectacle, de pouvoir faire une demande de financement dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Il doit être à l'initiative du salarié. C'est le salarié qui, à un moment donné dans sa carrière, se dit tiens, moi j'ai envie de changer de métier. Donc, il y a des choses qu'il devra engager pour pouvoir aller au bout de son projet, mais c'était à l'initiative du salarié. Et ce dispositif doit absolument viser un changement de métier ou de profession. Qu'est-ce qu'on entend par changement de métier? Absolument. C'est peut-être pas forcément si clair. Tout à fait. Donc, une précision là-dessus, c'est que, en fait, il faut absolument qu'il y ait un changement de code ROM. Ça veut dire qu'on peut rester dans le même secteur d'activité, mais s'il y a un changement de code ROM, on peut faire une demande de financement. Un exemple, un assistant comptable, ce n'est pas un comptable. Un comptable, ce n'est pas un responsable comptable. Donc, en fait, on se fie au changement de code ROM pour vérifier qu'il s'agit bien d'un changement de métier ou de profession. D'accord, c'est un critère au moins très clair. Il y a aussi quelques conditions concernant la formation aux usagers.
Tout à fait. Donc, la formation doit absolument être certifiante. Ça, c'est une obligation. Et surtout, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles. Et il faut qu'elle soit bien entendu active, hein, parce que vous savez que sur ce répertoire, il y a des formations qui sont inactives, parce que tout simplement, le France Compétences, il y a des changements d'intitulé, des formations qui ne seront pas renouvelées dans le cadre des renouvellements. Donc, il faut absolument qu'elle soit active pour pouvoir bénéficier de nos financements. Voilà. Qui peut réaliser un projet de transition professionnelle? Alors, donc je vous disais tout à l'heure effectivement que c'est ouvert à toute catégorie de salariés. Donc, les personnes qui sont en CDI peuvent y bénéficier à condition de pouvoir justifier de 24 mois d'activité au cours de toute leur carrière professionnelle, dont 1 an de CDI dans l'entreprise où elles travaillent actuellement. Et on compte ça à partir de quand? Quand on fait la demande, il faut avoir cette Alors, ancienneté ou... Très bien, effectivement, c'est une bonne question. Il faut que les 12 mois, que le salarié ait 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date de démarrage de la formation. D'accord. Donc, D'accord? il peut Donc, anticiper sa demande. tout à fait. Voilà. Donc, il peut anticiper son dossier. Si à la date d'entrée en formation, il a ces 12 mois, il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc, c'est soumis, bien entendu, à une autorisation d'absence auprès de l'employeur. Hein, ça, il faut le dire également. Il y a des délais qui sont indiqués par le ministère, hein, qui indiquent que le salarié doit faire sa demande 4 mois avant le démarrage de la formation et que l'employeur a 30 jours pour répondre à sa demande d'autorisation d'absence. Il a 2 possibilités, dont soit il accepte l'autorisation d'absence de son salarié, ou soit il a la possibilité de différer son départ en formation jusqu'à 9 mois. Le conseil, je pense, c'est l'anticipation Tout à fait. et concevoir son projet le plus en amont possible et pas attendre la dernière minute. Voilà, effectivement, tout je à pense qu'on fait. augmente ses chances si on s'y prend à l'avance. Et puis déjà, ça permet aussi de prévenir l'employeur, qui puisse aussi, lui, s'organiser en interne, parce que souvent, il y a des salariés qui doivent remplacer. Donc, Tout à c'est fait. important aussi de dire, j'ai un projet de reconversion professionnelle, mais je pense aussi que il y a mon employeur et l'activité derrière. Et c'est vrai que quand on peut anticiper, c'est bien d'anticiper. Ça peut éviter d'avoir Un refus. ou en tout cas Tout à fait. une demande de revoir ça un petit peu plus tard, Tout à fait. qui passe en conséquence. Quand on est en contrat à durée déterminée, on peut aussi quand même Tout à fait. envisager. Alors ça, c'est important de savoir parce que on l'oublie souvent que les personnes qui ont des contrats à durée déterminée peuvent bénéficier aussi de nos dispositifs, à condition de justifier de 24 mois d'activité au cours des 5 dernières années, dont 4 mois de CDD consécutifs ou non au cours des 12 derniers mois. Donc, ça peut être un mois, une semaine, 2 jours. Il faut qu'à la date de départ en formation, il puisse justifier de 4 mois de CDD au cours des 12 derniers mois. Alors, pour ces salariés-là, il faut être très vigilant parce que le dossier doit être déposé chez nous tant qu'il est encore en CDD. Faut pas attendre la fin du CDD. Voilà. Il ne faut pas attendre la fin du CDD. Le dossier doit être absolument complété avant la fin de son CDD et ils ont 6 mois pour entrer en formation après la fin du CDD. Donc, il faut vraiment être salarié. Il faut être salarié, tout à fait. Quand on fait la demande. Voilà. Mais on regarde ce qui s'est passé dans les 12 derniers mois pour fait. avoir cette notion de cumul, en fait. Donc, notre rôle aujourd'hui aussi, en tant que chargé de développement, c'est de sensibiliser les entreprises qui emploient des personnes en CDD pour qu'ils puissent leur signaler à l'entrée dans l'entreprise qu'il y a des possibilités après la fin du CDD de pouvoir se qualifier et d'entrer dans ce dispositif. Oui, parce qu'on va voir aussi que les intérimaires et les intermittents du spectacle sont concernés aussi, mais ça peut être une démarche individuelle, ça peut aussi être une démarche de l'entreprise que de faire évoluer
son personnel ou d'anticiper. On parle beaucoup des mutations actuellement. Donc, ça peut être une démarche aussi de l'entreprise que d'accompagner ses salariés vers de nouveaux métiers, d'autres choses. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est un avantage qu'ont les entreprises aussi quand ils ont des CDD, qu'ils savent que demain, ils vont avoir des besoins bien spécifiques. Le salarié est intéressant, ils ont envie de l'embaucher, mais il manque de compétences. Donc, c'est aussi ça qu'ils doivent avoir en tête, c'est de se dire, bah, tiens, ces salariés peuvent bénéficier de financement pour pouvoir aller vers des métiers en tension où il y a des besoins sur nos territoires. Les textes disent que l'employeur peut différer une seule fois le départ en formation jusqu'à 9 mois. Donc en fait, nous, ce que l'on conseille toujours aux salariés, c'est de voir avec l'employeur, parce que souvent l'employeur indique que pour raison de service, on ne peut pas vous laisser partir. Donc, il faudra nous refaire une demande sur la prochaine session. Nous, ce que l'on dit aux salariés, c'est rapprochez-vous de votre employeur et demandez-lui à partir de quelle date vous pourriez partir en formation. Mais sachant que les textes disent qu'il y a uniquement un refus autorisé par l'employeur. Il faut dialoguer. Il faut dialoguer, voilà. Tout à fait. Alors, deux autres types de salariés qui peuvent, mais avec des situations un petit peu différentes. Si on est intérimaire, comment ça se passe ? Alors, les intérimaires relèvent aussi de notre champ d'intervention. Les conditions qu'ils doivent avoir, c'est justifié de 1600 heures d'intérim, dont 600 heures dans la même entreprise. Qu'est-ce qu'on entend par dans la même entreprise ? C'est 600 heures dans la même agence d'intérim. Donc, il peut avoir fait des missions dans différentes entreprises, mais il faut qu'il soit dans la même agence d'intérim. C'est important Ça, c'est à signaler, important. effectivement. Oui. Voilà. Et les intérimaires, en fait, comme on sait que parfois, ils ont des missions très courtes, d'une journée, de 2 jours, une semaine, ils ont 4 mois après la date de leur dernière mission pour déposer leur demande de financement à Transition Pro et 6 mois pour entrer en formation. Alors, c'est quasiment l'exception par rapport à ce qu'on a dit. On dit que les salariés devaient être salariés quand ils faisaient leur demande. Tout à fait. Pour les intérimaires, il y a une tolérance. Il y a une tolérance parce qu'on sait accepte que ce soit dans les quelques mois qui suivent la fin de la mission. Bah, la tolérance, elle est due justement au fait qu'un intérimaire peut avoir une mission d'une journée, 2 jours. Et constituer un dossier en 2 jours, ça peut peut-être être un petit peu compliqué parfois. Et oui, ça laisse peu de temps pour faire cette demande. Effectivement. Les intermittents du spectacle sont concernés. Tout à fait. Alors, les intermittents du spectacle, c'est important aussi de savoir qu'ils sont concernés. Alors, les conditions, par contre, je vous les donnerai pas aujourd'hui parce qu'en fait, en fonction du statut de l'intermittent du spectacle, que ce soit, il peut être intermittent du spectacle vivant ou intermittent de spectacle technique, plus dans la technique, les conditions d'éligibilité sont pas les mêmes. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est si vous avez un intermittent du spectacle qui peut entrer, qui souhaite engager une reconversion professionnelle et qui veut faire appel à nos services, de nous l'orienter de manière à ce que nous, on puisse vérifier directement parce que les conditions sont bien spécifiques et on préfère le vérifier en amont. C'est pratiquement du cas par cas. Ouais, tout à fait. Et puis signaler aussi qu'il y a la possibilité d'avoir des cofinancements du côté de l'AFDAS, qui a aussi quelques actions en la matière. On reviendra dessus dans un autre webinaire. Mais voilà, il était important quand même de signaler que cette population-là est concernée aussi. Tout à fait, parce que nous avons signé également une convention de partenariat avec l'AFDAS, justement pour accompagner tous ces publics. Et ben voilà, donc le lien est naturel. Voilà. Alors, les conditions de prise en charge du PTP, pour rappel, donc le projet de transition professionnelle, c'est un dispositif qui permet de suivre une formation jusqu'à 1 an de formation de date à date. Donc, il ne faut pas que ça dépasse 1 an de formation à temps plein. Sont considérées comme formation à temps plein toutes les formations qui sont supérieures ou égales à 30 heures par semaine. Alors, ça veut dire quoi pour le salarié ? Ça veut dire qu'un salarié qui a un contrat de 35 heures avec son employeur,
Dès lors que la formation, elle est supérieure ou égale à 30 heures, son salaire sera maintenu sur la base de son contrat de travail, donc 35 heures. Il n'aura pas besoin, ce salarié, de retourner sur son poste de travail pour compléter son salaire. Par contre, s'il est à moins de 30 heures, là, on proratise le salaire et du coup, pour avoir son salaire complet, il devra réintégrer son poste de travail. Ça veut dire qu'il est, si c'est à mi-temps, hein, à mi-temps sur son poste de travail et à mi-temps en reconversion. C'est à peu près ça, en fait. Si il a un statut à temps si on plein, est sur du mi-temps, hein. si on est sur du mi-temps, effectivement, il devra se partager entre sa formation et son poste Tout à fait. pour compléter quelque part le temps de formation. Tout à fait. Effectivement. Il peut s'agir également de formations à temps partiel. Qu'est-ce qu'on entend par formation à temps partiel, hein? Ce sont des formations qui peuvent se dérouler une semaine par mois ou une journée par semaine, où là, du coup, ils ont le droit à 1200 heures de formation maximum, qui peut être étalée au-delà des 1 an. Il n'y a pas de base minimale, mais on est dans du certifiant. Voilà, donc, il n'y a pas de base minimale dès lors que la formation amène à une certification. C'est quand même la condition. Tout à fait. Conditionne a priori un minimum d'heures de formation, effectivement. Hein. Mais voilà, il n'y a pas de plafond qui a été... Il n'y a pas de norme, non. En fait, dès lors qu'elle est certifiante, il n'y a pas de plafond. Je tiens quand même à préciser que sur ce dispositif, on peut se positionner soit sur une formation complète, soit sur un bloc de compétences. Oui. Ça, c'est important. C'est important de le préciser. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir une expertise professionnelle dans un domaine qui n'a pas besoin de suivre toute la formation. Donc, il peut très bien se positionner que sur un bloc de compétences d'une certification. Ça veut dire qu'on peut reconnaître les acquis et puis aller chercher juste ce qui manque. On peut faire de la VAE aussi. Tout à fait. Et puis venir inclure le petit morceau qui manque. Le petit morceau qui manque. Voilà, on s'intègre complètement dans un parcours. On parlait des délais tout à l'heure, mais bien évidemment, si on est sur un parcours comme ça, il faut d'autant plus anticiper. Tout à fait. Pour arriver. C'est un projet là qui dépasse les quelques mois dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est important de le signaler, effectivement. La prise en charge. Qu'est-ce qui est pris en charge lorsqu'on rentre dans ce dispositif? Plein de choses sont prises en charge chez nous. Alors, en fait, par rapport au coût pédagogique, il faut savoir que nous sommes sur un coût horaire de 27,45 € hors taxe à ne pas dépasser et 18 000 € hors taxe. Maxi. C'est pas où. Donc, il faut se baser sur les 27,45 € hors taxe de l'heure et un plafond de 18 000 € à ne pas dépasser. Ça laisse quand même une belle marge. Oui, alors généralement, toutes les formations, nombre de formations entrent dans ce plafond. Il n'y a vraiment que les très grandes écoles où les coûts pédagogiques sont très onéreux, ou les formations qui sont vraiment très techniques, où il y a des besoins. Certaines écoles bien particulières, voilà, tout à fait, où là, il y a besoin de matériel aussi. Un petit peu juste. Tout à fait. Dans ce cas-là, c'est le salarié ou l'employeur peut aussi. Alors, l'employeur peut cofinancer, effectivement. Le salarié peut apporter aussi sa participation au dossier. Il y a des cofinancements possibles. Les OPCO peuvent cofinancer également. Il y a plein de solutions. Oui, il faut aller chercher. Il faut creuser. C'est d'autant plus important de se faire accompagner dans son projet, effectivement, pour faire le tour des financements possibles. Donc, bien sûr, on a parlé de la prise en charge de la rémunération. Alors, la rémunération va dépendre du salaire de la personne, sachant que tous les salaires qui sont inférieurs à 2 fois le SMIC, 2 fois le SMIC, ça correspond à peu près à 3 600 € bruts par mois. Toutes ces personnes-là ont 100% de prise en charge. Qu'est-ce qu'on entend par 100% de prise en charge? C'est qu'on va prendre en charge le salaire brut du salarié, on va prendre en charge toutes les primes dont il bénéficie tous les mois, c'est-à-dire prime d'ancienneté, prime d'équipe, prime de production, prime d'assiduité, 13e mois, prime vacances.
La seule chose qui n'est pas prise en compte, ce sont tout ce qui est avantages en nature, donc les frais de transport ou frais de repas, voiture de fonction ou participation aux bénéfices et primes d'intéressement. Parce que là, si les entreprises, on ne va pas rembourser aux entreprises des participations aux bénéfices. Donc ça, c'est pas pris en compte. Et en fait, c'est le salaire chargé, donc charge patronale comprise, qui est remboursé à l'employeur à 100% pour ceux qui sont à moins de 2 fois le SMIC. On recherche un zéro reste à charge en quelque sorte, et pour l'employeur et pour le salarié. Pour le salarié, tout à fait. Pour les personnes qui sont à plus de 2 fois le SMIC, ça reste confortable malgré tout, puisque la prise en charge, elle est de 90% avec les mêmes conditions. On peut même prendre en charge les frais de déplacement ou des frais d'hébergement éventuellement. Tout à fait. Alors en fait, nous, on appelle ça des frais annexes parce que tout est pris en compte dans ces frais annexes. On ne différencie pas les frais de restauration, les frais de DEP et l'hébergement. Donc, c'est des frais qui peuvent être alloués à des bénéficiaires à condition que pour aller en formation, il parcourt plus de 20 km supplémentaires à ceux qu'ils font aujourd'hui pour se rendre sur leur lieu de travail. Donc, par exemple, ils font 20 km pour aller travailler aujourd'hui. Il faut absolument qu'ils en réalisent 40 pour avoir droit à des frais annexes. Et nous avons 2 tranches. S'ils sont entre la tranche de 20 et 50 km, c'est 8 € par jour qui englobe tout. C'est un forfait. C'est un forfait. Et 16 € s'ils sont au-delà de 50 km. Je tiens à préciser aussi que sur ce dispositif, si on peut revenir sur la slide précédente, sur ce dispositif, le CPF du salarié est automatiquement mobilisé lorsqu'il y a une demande de projet de transition professionnelle. Donc, c'est l'État qui nous l'impose. C'est pas nous qui avons décidé de mobiliser le CPF du salarié, mais l'État nous impose que le CPF soit mobilisé dans sa totalité en cas de demande de projet de transition professionnelle. Et du coup, maintenant, il y a un reste à charge sur le CPF pour le salarié s'il veut le mobiliser. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Pour le coup, dans le cadre du PTP, on ne demande pas les 102,25 € que l'on demande si un salarié... On utilise le CPF, mais il n'y a pas pour le salarié, il n'y a pas de laisser à charge pour le salarié. Laisse à charge. En fait, les dossiers sont analysés par une commission paritaire d'agrément qui juge de la pertinence du projet de formation du salarié. On va vérifier qu'il s'est renseigné sur le métier vers lequel il veut aller. La pertinence du parcours de formation que vont proposer les organismes de formation, de bien vérifier. On va vérifier que l'organisme a vérifié si le bénéficiaire avait déjà une expertise et qu'il pouvait y avoir réduction ou pas du parcours de formation. Et puis, on va vérifier si le salarié s'est soucié aussi des perspectives d'emploi qu'il peut y avoir après la formation. Donc, vous avez jugé de la qualité de son projet, d'une part, et de la viabilité de son projet. Voilà. Et puis la qualité du parcours qu'il a prévu. Est-ce qu'il y a une sélection très 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 forte, que même des bons dossiers sont pas retenus, ou est-ce que tout compte fait, à partir du moment où on a un dossier qui est bien ficelé, qui est cohérent, on a toutes les chances d'avoir une acceptation? Effectivement, il y a quand même des priorités aujourd'hui qui nous sont imposées par le national, sont prioritaires aujourd'hui chez nous les très bas niveaux de qualification, donc les personnes qui ont des niveaux 3 et infra, les personnes qui travaillent dans des entreprises de moins de 50 salariés et les personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés. Donc ça, c'est les 3 premiers critères de priorité qui sont obligatoires, qui nous ont été imposés par le national. Après, effectivement, on va regarder également la qualité du dossier. C'est pas parce que ces publics-là vont être prioritaires qu'automatiquement une demande de financement va aboutir. Peut-être passer cette fois-ci sur la pénibilité au travail. Donc le sujet d'aujourd'hui. Voilà, ça c'est le sujet et c'est un sujet important. Le compte professionnel de prévention, cette fois-ci, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est?
Alors, donc du coup, pour faire la transition, le PTP les autres dispositifs que je vais vous présenter s'adossent sur les conditions et les modalités de prise en charge de ce que je viens de vous présenter. C'est pour ça que ça a été un peu plus long, mais vous allez voir on avait choisi de le présenter, voilà, tout à fait. Et de prendre le temps. Alors, le compte de prévention, c'est un compte qui existe depuis maintenant quelques années, puisqu'il a été mis en place en 2015, qui permet aux salariés qui sont sur des métiers avec des risques et des facteurs de risque professionnels de bénéficier de points de pénibilité pour pouvoir les utiliser dans différentes situations. Donc en fait, en fonction, il y a des risques qui sont bien établis par l'État. Donc les risques, ce sont les activités exercées en milieu barbare, le travail en équipe successive, les températures externes, le travail répétitif, le travail de nuit et le bruit. Donc c'est les 6 risques qui peuvent relever 2 points sur le compte de pénibilité. Donc, avec ces points de pénibilité, le salarié peut engager soit des formations qui sont éligibles au CPF, soit de financer un projet de reconversion professionnelle, de demander un passage à temps partiel sans perte de salaire afin de réduire son exposition au risque, et de demander également le départ anticipé à la retraite. Alors, il faut savoir quand même que un point est égal à 500 €, mais que les 20 premiers points du compte C2P sont dédiés à la formation. Et que souvent, on entend les salariés dire « mais moi, je vais les garder parce que je garde tout pour partir plus tôt en c'est retraite. Ça. » Et puis, du coup, ils ne peuvent pas parce que les 20 premiers points, ils ne pourront pas les utiliser pour le départ à la retraite. Alors, dans le cadre du projet de reconversion professionnelle, il y a 2 possibilités. Soit le salarié peut utiliser son compte C2P pour engager sa reconversion professionnelle parce qu'il a assez d'argent et que du coup, ça va couvrir son salaire, son coût pédagogique et ses frais annexes. D'accord. Là, il y a obligation, dans ce cadre-là, pour le bénéficiaire, de se faire accompagner par un conseiller en évolution professionnelle, parce qu'il y a des démarches à faire. Il y a des CERFA à envoyer à la CARSAT pour demander le nombre de points qu'ils ont, pour demander aussi de bénéficier de ces points pour la formation. Donc, il y a des allers-retours avec des autorisations d'absence. Et Transition Pro va intervenir uniquement sur l'instruction administrative de ce dossier. Ça veut dire que le dossier n'est pas présenté en commission. On va juste vérifier que tous les éléments administratifs sont là et qu'il peut aller vers ce projet parce que toutes les pièces sont réunies. D'accord. Donc, d'où l'important de l'accompagnement d'un conseiller. Oui. D'ailleurs, c'est une obligation. Voir ça avec lui, c'est une obligation, mais c'est une obligation. C'est vraiment primordial dans la constitution Tout à fait. Du dossier et du parcours. Tout à fait. Ensuite, l'autre possibilité, c'est que le salarié peut également, s'il n'a pas assez d'argent sur son compte de prévention, il peut mobiliser le PTP avec les mêmes conditions que celles que je viens de vous annoncer, pour venir compléter le financement qu'il n'a pas pour aller au bout de son projet professionnel. On peut cumuler les 2 dispositifs. On peut cumuler les 2 dispositifs à condition que le montant qu'il a sur son compte C2P corresponde à au moins 15% du coût global du dossier. Et donc là, du coup, ça sera un dossier qui sera analysé par la commission, puisque là, nous, on va injecter des fonds sur ces dossiers-là. Donc, on rentre dans le process. On rentre dans le même process que le PTP. Mais les 2 dispositifs viennent financer le projet, en fait. Tout à fait. Un petit exemple rapidement
pour concrétiser un petit peu les choses, l'exemple de Nadia? Oui, alors nous avons une salariée qui a fait appel à nos services, qui travaille dans le secteur de la logistique, qui est postée de nuit depuis 5 ans. Cette dame a voulu s'orienter vers le métier de secrétaire assistante médico-sociale. Elle avait assez d'argent sur son compte C2P, 8 000 €. Son dossier pesait 7 239,50 € et du coup, elle s'est autofinancée sa reconversion intégralement. Ça a pu se faire très facilement. Tout à fait. Un autre exemple peut-être celui de Xavier où là. Donc là, effectivement, c'était un pur PTP, donc un agent de piste aéroportuaire hein, qui travaillait également de nuit, qui souhaitait se diriger vers les métiers de l'informatique, administrateur d'infrastructures sécurisées. Donc là, il n'avait pas assez d'argent hein, sur son compte, hein, puisqu'il n'avait que 7 000 €. Son dossier pesant 28 000 € 158, il a demandé le complément à AT Pro pour aller au bout de son projet. Ok, donc on voit bien. Ce sont des dossiers qui ont été acceptés, validés. Oui, j'espère. J'espère pour eux. Par la commission, tout à fait. Mais effectivement, on voit bien comment les deux dispositifs entrent en complémentarité. Le FIPU? Alors, le FIPU. On aime bien les sigles aujourd'hui, hein, quand même. Ouais, alors, c'est le fonds d'investissement pour l'usure professionnelle. Le FIPU, ce n'est pas un dispositif, hein, c'est une enveloppe budgétaire que nous a attribué l'État. Ça a été mis en place en fin de premier semestre de l'année dernière. Une enveloppe pour permettre aux personnes qui sont sur des risques professionnels également, donc qui sont la vibration mécanique, la manutention, port de charge et manutention manuelle de charge, des postures pénibles. Donc, ces publics-là ne peuvent pas bénéficier de points sur leur compte C2P. Donc, du coup, cette enveloppe permet à ces salariés de pouvoir aller quand même sur une demande de financement avec un cofinancement dans le cadre de cette enveloppe budgétaire, mais à une seule condition, c'est que l'employeur accepte de cofinancer 5% du coût pédagogique. Alors, je dis bien du coût pédagogique, ça représente environ entre 200 et allez, on va dire 600-700 € en fonction des coûts pédagogiques qui sont annoncés. Moi qui suis en charge justement d'appeler les employeurs pour vérifier s'ils veulent bien cofinancer ou pas, aujourd'hui, les cofinancements tournent autour de 250, 500, 600 € et pas au-delà. C'est un cofinancement qui permet aux salariés de voir aboutir peut-être plus facilement leur projet de formation. Alors, encore une fois, on est vraiment sur de la prévention, hein. C'est important et du coup, cette part de l'employeur est tout à fait significative, même si elle n'est pas très élevée financièrement. Tout à fait. Elle est quand même significative. Alors, il y a des employeurs effectivement qui jouent le jeu, qui ont envie d'accompagner les salariés parce que ça peut être mis en place dans le cadre de problématiques de santé, hein, des personnes qui risquent des inaptitudes, où il y a des besoins justement de changer de métier par rapport à ces risques ergonomiques. Donc, il y a des employeurs qui jouent le jeu, puis d'autres qui malheureusement ne veulent pas. Voilà. Et effectivement, dans cette logique, c'est une procédure qu'on peut entamer même si on est en arrêt maladie déjà? Tout à fait. Le PTP également, hein, les personnes qui sont en arrêt maladie peuvent engager une reconversion professionnelle, soit sur le temps de travail. Dans ces cas-là, il faudra qu'ils demandent quand même l'autorisation d'absence à son employeur parce qu'il faudra qu'à la date d'entrée en formation, ils stoppent leur arrêt maladie. Ou alors avec l'autorisation du médecin conseil de pouvoir suivre une formation hors temps de travail. C'est possible également. Merci beaucoup. Peut-être un petit témoignage, celui de Laurence? Oui, alors cette dame, c'est une dame qui travaillait dans un commerce d'articles de sport.
toujours en debout, hein, station pénible debout, prolongée, donc elle rentre dans les risques ergonomiques, et elle a souhaité se diriger vers le poste de gestionnaire de paye. Donc là, pas assez d'argent, pas sur son compte C2P, puisqu'elle n'avait pas de points sur son compte C2P. Mais on a pu, et l'employeur l'a accompagnée, à décider de cofinancer les 532 € de son coût pédagogique, qui lui a permis d'avoir l'acceptation de son dossier. Merci beaucoup. Alors voilà pour les dispositifs qu'on voulait présenter. Je vois pas de questions, donc je pense que vous avez été particulièrement clair. Merci beaucoup. En tout cas, s'il reste des questions, on peut toujours contacter Transition Pro. Quelles coordonnées donner au grand public? Comment ça se passe? Il y a un numéro de téléphone à retenir? Tout à fait. Absolument. Donc nous avons 3 espaces territoriaux, comme je vous disais tout à l'heure, avec un numéro unique, hein, qui est le 03 59 61 62 63, ouvert à tous les salariés qui souhaitent avoir des renseignements sur nos différents dispositifs et les possibilités qui s'ouvrent à eux. Donc voilà, s'il y a juste quelque chose à retenir, c'est de donner ce numéro-là. Voilà. Numéro unique. Par contre, pour les professionnels, effectivement, vous avez des personnes à pouvoir contacter au niveau territorial. Tout à fait. Donc nous avons 4 chargés de développement en charge d'accompagner aussi les besoins des entreprises, hein, sur nos territoires. Et nous avons 4 chargés de développement. Retrouvez plus d'informations sur le conseil en évolution professionnelle et l'accompagnement des actifs sur le site du C2RP. Cette vidéo a été réalisée par le C2RP dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.